On a tous ce sentiment, n'est-ce pas? Cette impression que le monde est sur le fil du rasoir, que les tensions montent un peu partout, que quelque chose de profond a changé. Eh bien, aujourd'hui, on va explorer une idée un peu dérangeante. Et si la Troisième Guerre mondiale avait déjà commencé, mais sous une forme qu'on a du mal à reconnaître? Alors cette déclaration d'un ancien de la CIA, elle est forte, elle est provocante, parce qu'elle vient complètement bousculer l'image qu'on a d'une guerre mondiale, vous savez, celle des livres d'histoire. Du coup, ça nous amène à une question fondamentale. C'est la question au cœur de notre analyse. Pour y répondre, il faut comprendre un tout nouveau type de conflit. Un conflit qui se joue dans l'ombre, sur des champs de bataille qui sont pour la plupart invisibles. Allez, on plonge dedans, on va décortiquer les éléments clés de cette guerre d'un nouveau genre, ce que les experts appellent la guerre hybride. Le premier pilier, c'est la guerre par procuration. Alors ce n'est pas nouveau, mais la technique a été perfectionnée pour notre époque. L'idée est toute simple en fait. Pourquoi risquer ses propres soldats quand on peut financer un autre pays pour qu'il se batte à sa place? C'est une manière pour les grandes puissances de s'affronter indirectement. Et ça, ce n'est pas de la théorie abstraite. On le voit tous les jours dans l'actualité. L'Ukraine, par exemple, c'est clairement un théâtre d'affrontement indirect entre la Russie et l'OTAN. Pareil pour le conflit entre l'Iran et Israël, qui se joue souvent via des intermédiaires, comme le Hezbollah ou le Hamas. Et puis il y a le deuxième pilier, et celui-là il est peut-être encore plus insidieux, c'est la guerre de l'information. Aujourd'hui, plus besoin d'une armée immense pour déstabiliser un pays. Une petite équipe dans une ferme de serveurs peut littéralement semer le chaos à des milliers de kilomètres. C'est la guerre low cost, qui exploite les divisions dans nos sociétés en utilisant l'info comme une arme. Le changement est donc radical. Avant, on avait des affrontements physiques, clairs, avec des bombes, des soldats, des lignes de front. Aujourd'hui, on est dans un état de conflit beaucoup plus subtil, quasi permanent. Les armes, ce ne sont plus seulement des missiles, ce sont des cyberattaques. Et les soldats, ce sont des trolls, des hackers, des algorithmes qui se battent sur des champs de bataille numériques. Forcément, cette nouvelle forme de guerre fait monter la tension mondiale à un niveau critique. Et ce n'est pas juste une impression, non, les données le confirment. Regardons un peu ce que les experts en disent. Prenez ce premier chiffre, il fait froid dans le dos. Selon l'Atlantic Council, 65% des stratèges mondiaux s'attendent à une invasion de Taïwan par la Chine dans les 10 ans. C'est un consensus énorme sur l'un des points les plus chauds de la planète. Et ça ne s'arrête pas là, ça devient encore plus sombre. La moitié de ces mêmes experts pensent que l'impensable, l'utilisation d'armes nucléaires, pourrait arriver dans la prochaine décennie. C'est un chiffre qui donne le vertige, vraiment. Et enfin, presque la moitié d'entre eux estiment qu'un affrontement direct entre la Russie et l'OTAN est probable. Ça vous montre à quel point la paix actuelle est fragile. La tension, elle est palpable. Et logiquement, les nations se préparent. Les dépenses militaires mondiales ont atteint un record absolu, 2440 milliards de dollars. Ça fait 10 ans que ça augmente sans arrêt. Quand on investit autant, ce n'est pas pour rien, c'est pour se préparer à un conflit. Tout ça nous amène au risque le plus catastrophique de tous, le précipice nucléaire. Cette phrase du secrétaire général de l'ONU, elle est terrible, mais elle résume parfaitement le danger. Dans ce climat de guerre hybride, le risque, ce n'est plus seulement une attaque délibérée. C'est une escalade accidentelle. Une simple erreur de jugement pourrait avoir des conséquences apocalyptiques. Parce que les déclencheurs ont changé. Il ne s'agit plus juste d'un gros bouton rouge. Imaginez une vidéo deepfake d'un faux lancement de missile qui devient virale, ou qu'une attaque classique soit prise pour une attaque nucléaire, ou encore l'utilisation de petites armes tactiques qui pourraient nous entraîner vers une guerre totale. Et le pire, si une bombe sale explose et qu'on ne sait même pas qui l'a fait, on riposte contre qui? Cette chronologie, basée sur des scénarios d'experts, est terrifiante. Elle montre à quelle vitesse tout pourrait basculer. Entre le lancement et les premiers impacts, à peine 1 heure. Et seulement 12 minutes plus tard, on entre dans ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, une catastrophe planétaire. Il n'y a quasiment pas de temps pour réfléchir, seulement pour réagir. Et pour ajouter à l'angoisse, il existe des systèmes comme celui-ci, la main morte, un mécanisme de l'ère soviétique conçu pour garantir une riposte automatique quoi qu'il arrive. C'est une machine apocalyptique qui enlève tout contrôle humain au moment le plus critique. Ça fait froid dans le dos. Bon, tout ça est assez lourd. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? La conclusion, elle n'est pas que géopolitique. Elle nous concerne tous, personnellement. C'est le grand paradoxe de notre époque. D'un côté, on est anxieux face à ce qui se passe, et de l'autre, on est tellement bombardé d'images, d'infos qu'on finit par être désensibilisé. Les conflits deviennent une sorte de spectacle qu'on regarde de loin, et ça, c'est une complaisance qui est très dangereuse. Et c'est là que le piège se referme. Quand il n'y a plus de vérité fiable, notre confusion devient une arme entre les mains de certains. Des acteurs malveillants exploitent ce chaos pour manipuler l'opinion et servir leurs propres intérêts. Le point crucial, il est là.
La première étape de cette guerre, ce n'est pas de créer l'ignorance, c'est de l'exploiter. Le vrai champ de bataille, ce n'est pas un territoire physique, c'est notre esprit. L'objectif est de capter notre attention et de façonner nos croyances pour nous pousser à agir. On termine donc avec cette question. Si la guerre se mène avec des informations, des récits, de la manipulation, alors la défense ne peut pas être seulement militaire, elle devient personnelle. Elle réside dans notre capacité à garder un esprit critique, à questionner ce qu'on voit, à avoir une vraie discipline informationnelle. C'est peut-être ça, la clé pour naviguer dans ce monde de plus en plus complexe. Merci de nous avoir suivis. Bonjour et bienvenue. On sent tous une espèce de tension dans l'air, une anxiété globale qui est difficile à ignorer. Oui, c'est quelque chose de presque palpable. C'est ça. Et les documents qu'on a épluchés pour cette analyse, ils mettent des chiffres absolument glaçants sur ce sentiment. En à peine 3 ans, le nombre de zones de conflit dans le monde a explosé. De 66%. C'est énorme. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Des stratèges de premier plan estiment qu'il y a une chance sur deux, que des armes nucléaires soient utilisées dans les 10 prochaines années. C'est vertigineux quand on y pense. Du coup, la question, c'est plus de savoir si une guerre mondiale est possible, mais plutôt, de comprendre cette nouvelle ère de conflit. Et si la Troisième Guerre mondiale avait déjà commencé, mais d'une manière si insidieuse qu'on ne l'a même pas vu venir. C'est exactement la conclusion troublante qui se dégage de l'ensemble de nos lectures. Il est fort probable que nous soyons déjà dans les premières phases d'une nouvelle forme de guerre mondiale. Mais alors, pas une guerre comme on l'imagine, hein. Non, il faut tout de suite oublier les images d'Épinal. Les débarquements, les grandes batailles de chars, ce n'est pas une répétition de l'histoire. C'est une guerre de l'ombre, menée par la désinformation, les conflits par procuration et la déstabilisation numérique. D'accord. Le vrai danger, le risque ultime, c'est qu'une simple erreur de calcul, un malentendu, ou pire, une vidéo virale générée par une IA nous fasse basculer dans l'anéantissement nucléaire. Alors là, il faut qu'on s'arrête une seconde. Le concept qui m'a vraiment marqué, c'est celui de la guerre non cinétique. L'idée qu'on n'a plus besoin de bombes pour paralyser un pays. C'est tout à fait ça. On nous explique qu'aujourd'hui, il suffit d'une ferme de serveurs et d'une vingtaine de personnes pour déstabiliser une société entière à des milliers de kilomètres. C'est ça la guerre à bas prix. Exactement. Le champ de bataille s'est déplacé. Il est dans le cyberespace et dans nos têtes, en fait. Et ça fonctionne parce que nos sociétés sont devenues incroyablement vulnérables. On vit dans une ère post-vérité, quoi. Il n'y a plus de consensus sur les faits. Voilà. Cette absence de réalité partagée, ça crée une anxiété permanente et c'est un terrain de jeu idéal pour la manipulation. Ce qui est fascinant et terrifiant, c'est de voir comment des puissances comme la Russie ou la Chine exploitent la polarisation qui ronge les démocraties occidentales. Surtout les États-Unis. Surtout les États-Unis, oui. Nos propres divisions politiques sont devenues notre plus grande faille de sécurité nationale. C'est dingue. On pensait la guerre en termes de milliards pour des porte-avions, et là, on nous dit que le rapport coût-efficacité pour semer le chaos a complètement changé. Radicalement. C'est peut-être ça la plus grande révolution militaire du XXIe siècle. Et pendant que cette guerre numérique fait rage, les conflits plus traditionnels, eux, n'ont pas disparu. Non, ils ont juste changé de forme. Et c'est là qu'intervient l'idée de guerre par procuration, la proxy war. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? La définition est simple mais brutale. Une grande puissance finance, entraîne et arme un groupe dans un pays plus petit pour affaiblir un de ses rivaux sans jamais engager ses propres troupes. C'est faire la guerre en gardant les mains propres en quelque sorte. Ou du moins en évitant les pertes directes, oui. Les exemples les plus évidents aujourd'hui, c'est les tensions entre Israël et l'Iran, qui se combattent via des groupes interposés au Liban, en Syrie, et bien sûr la guerre en Ukraine. Où l'Occident soutient Kiev pour affaiblir la Russie. Tout à fait. Donc, on a une guerre numérique et une guerre par procuration qui se superposent. Et tout ça est amplifié par une troisième couche, la guerre de l'information. On est entré dans ce qu'on appelle l'ère de l'algorithme. Ah oui, j'ai été frappé de lire que la compréhension d'un conflit comme celui à Gaza, chez les jeunes, elle est presque entièrement façonnée par des vidéos de 30 secondes sur TikTok. C'est un changement de paradigme complet. Avant, la diplomatie se faisait à huis clos. Aujourd'hui, elle se déroule en public sur les réseaux sociaux. Un tweet d'un chef d'État peut avoir plus d'impact qu'un traité. Exactement. Un brouillard de guerre informationnelle d'une densité inédite. La vitesse et le volume de l'info priment sur la vérité. Dans ce chaos, le risque d'une mauvaise interprétation, il devient maximal. Et quand on parle de mauvaise interprétation aux conséquences maximales, on pense tout de suite au risque ultime, la menace nucléaire. Le danger aujourd'hui, ce n'est plus tant une attaque délibérée, réfléchie, mais une erreur fatale au milieu de tout ce bruit.
C'est ça. Et il y a cette histoire incroyable qui est racontée, celle de Stanislav Petrov. Oui, une anecdote qui donne le frisson. Il faut imaginer la scène. On est en 1983, au pic de la guerre froide. Stanislav Petrov, un officier soviétique, est seul dans un bunker, près de Moscou. Et là, l'alerte se déclenche. Toutes les sirènes hurlent. L'écran radar affiche lancement de missiles américains. Pas un, mais 5 missiles. Le protocole est formel. Il doit immédiatement informer sa hiérarchie, ce qui déclencherait la riposte nucléaire. Le destin du monde est entre ses mains. Complètement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doute. Il se dit que si les Américains attaquaient vraiment, ils n'enverraient pas seulement 5 missiles. Ce serait un assaut total. Alors, contre l'avis de l'ordinateur, contre le protocole, il décide de signaler une fausse alerte. Il a suivi son intuition. Son intuition. Et il avait raison. C'était un simple dysfonctionnement du satellite, trompé par le reflet du soleil sur des nuages. Cet homme a, sans exagérer, sauvé le monde cette nuit-là. C'est fou. Le salut de l'humanité a tenu à l'intuition d'un seul homme. Mais si Petrov a pu nous sauver en 83, qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui? Une intuition humaine, ça peut encore faire le poids face à une fausse vidéo ultra réaliste générée par une IA qui montre un ordre de lancement? C'est toute la question. Les nouvelles technologies aggravent ce risque de manière exponentielle. Le temps de décision pour un président américain, s'il croit qu'une attaque est en cours, est d'environ 7 minutes. 7 minutes. 7 minutes pour vérifier l'info, consulter ses conseillers et décider de riposter ou non, condamnant potentiellement des centaines de millions de personnes. La pression pour agir même sur une info non vérifiée est inimaginable. Et cette pression, elle est encore plus forte avec l'arrivée d'un concept qui, moi, me glace le sang. Les armes nucléaires tactiques. Oui, le simple fait d'accoler les mots utilisables et nucléaires, c'est terrifiant. C'est le piège. Une arme stratégique, c'est celle qui rase une ville. Une arme tactique est plus petite, conçue pour être utilisée sur un champ de bataille. L'idée perverse derrière, c'est qu'elle serait plus acceptable. Qu'on pourrait l'utiliser sans déclencher l'apocalypse. Voilà. Mais c'est une illusion mortelle. Le simple fait d'utiliser une arme nucléaire, quelle que soit sa taille, briserait un tabou de 80 ans et créerait un précédent catastrophique, ouvrant la porte à une escalade incontrôlable. Ce qui nous amène au scénario catastrophe, le problème de l'attribution. Imaginons une explosion nucléaire de faible intensité au cœur de Kiev, qui vient d'une bombe sale cachée dans un camion. Qui est le coupable? La Russie? Le Bélarus? Un groupe terroriste? Un acteur non étatique? Exactement. Cette ambiguïté, elle paralyse toute capacité de réponse. Qui bombarder en retour? Cette incertitude détruit toute la logique de la dissuasion, le fameux équilibre de la terreur qui a maintenu une paix précaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, le chiffre avancé par certains experts, 30% de probabilité d'une détonation nucléaire de notre vivant, ça semble soudain beaucoup moins abstrait. Beaucoup moins, oui. Pour rendre ça encore plus concret, regardons un des points les plus chauds de la planète, le face-à-face entre l'Iran et Israël. Pourquoi ce conflit est-il si insoluble? Qu'est-ce qui motive le régime iranien, au fond? Pour comprendre l'Iran, il faut comprendre que son idéologie repose sur 3 piliers quasi-religieux. Premièrement, une indépendance farouche vis-à-vis de l'Occident. Surtout des États-Unis. Surtout. Deuxièmement, une hostilité existentielle envers Israël, vue comme un avant-poste américain. Et troisièmement, la volonté d'exporter son modèle de révolution islamique dans la région. D'accord. Pour le régime des Mollahs, renoncer à un de ces 3 piliers, c'est signer son propre arrêt de mort. C'est pour ça que la diplomatie classique, elle échoue. Et c'est dans cette logique de survie qu'il faut comprendre leur quête de l'arme nucléaire. Absolument. L'Iran a vu ce qui est arrivé à Saddam Hussein en Irak, à Kadhafi en Libye, 2 dirigeants qui avaient abandonné leur programme d'armes de destruction massive. Et ils ont aussi vu que la Corée du Nord, depuis qu'elle a la bombe, est intouchable. Exactement. Pour Téhéran, l'arme nucléaire, ce n'est pas une arme d'agression, c'est la police d'assurance ultime pour la survie du régime. C'est ce qu'on appelle un état du seuil. Il a tout ce qu'il faut pour assembler une bombe très rapidement. Mais ça ne s'arrête pas là. Si Téhéran franchit le pas, que se passe-t-il? On déclenche une course à l'armement régional? L'Arabie saoudite, le grand rival sunnite de l'Iran chiite, a déjà prévenu « Si l'Iran a la bombe, nous l'aurons le lendemain ». Et on peut imaginer que la Turquie et l'Égypte suivraient. Voilà. On se retrouverait avec la région la plus instable du monde.
truffée de puissance nucléaire. C'est un engrenage potentiellement apocalyptique. Un autre point de tension majeur, c'est bien sûr Taïwan. Mais là aussi, les analyses nous invitent à penser au-delà du scénario de l'invasion militaire massive. En effet, une invasion serait extrêmement coûteuse et risquée pour la Chine. Pékin a tout un arsenal d'options non cinétiques bien plus subtiles. Comme quoi, par exemple? Il pourrait imposer un blocus économique total pour étouffer l'île. Ou, encore plus pervers, cesser d'exporter les minerais rares dont ils ont le quasi-monopole. Et qui sont indispensables à toute notre technologie. Exactement. De nos smartphones à nos avions de chasse. L'économie mondiale serait à genoux en quelques semaines. Et il y a ce troisième scénario, celui d'une prise de contrôle administrative. Ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé à Hong Kong. C'est le scénario le plus probable et le plus difficile à contrer. Ce serait une érosion progressive de la démocratie taïwanaise en utilisant l'influence économique, la désinformation, jusqu'à ce que l'île soit absorbée de fait sans qu'aucune ligne rouge militaire n'ait été franchie. Et le monde regarderait ça, sans pouvoir réagir. Une guerre sans un seul coup de feu. Que faire ? La communauté internationale condamnerait, imposerait peut-être des sanctions, mais... C'est la démonstration parfaite que la guerre, au XXIe siècle, ne se gagne pas toujours avec des soldats. Quand on met tout ça bout à bout, la guerre qui mute, la menace nucléaire qui devient plus complexe, les conflits qui sont tous interconnectés, le tableau est sombre. Il y a un détail dans la lecture qui m'a vraiment frappé. Les bunkers des milliardaires ? Oui. Le fait que des gens qui ont accès aux meilleures informations du monde construisent activement des bunkers de luxe en Nouvelle-Zélande. Et ils ne se préparent pas à une crise financière, hein. Ils se préparent à un hiver nucléaire et un effondrement de la société. Mais attendez, arrêtons-nous là-dessus. Ce n'est pas une anecdote, c'est un signal extrêmement puissant. Ça veut dire que l'élite de l'élite ne croit plus à la stabilité du système qui les a créés. C'est un vote de non-confiance terrifiant. C'est le symptôme d'une pathologie bien plus profonde qui touche aussi nos dirigeants. Les psychologues parlent de dissonance cognitive. C'est-à-dire ? Ils s'enferment dans des certitudes. Ils ignorent les infos qui les contredisent et ils voient le monde comme un jeu à somme nulle, où la victoire de l'un est forcément la défaite de l'autre. Une mentalité archaïque. Totalement inadaptée aux défis globaux. Et pendant ce temps, le grand public, bombardé d'images de guerre lointaines sur ses écrans, devient complaisant. Le conflit devient un spectacle, presque un divertissement macabre. Cette complaisance, elle est aussi nourrie par une forme d'analphabétisme moderne, non ? On nous parle d'un effondrement de la culture civique et médiatique. On ne sait plus comment décoder l'information. Comment repérer une manipulation ? On est devenu des cibles passives. C'est peut-être ça notre plus grande vulnérabilité. Notre incapacité collective à penser de manière critique, à faire le tri, à comprendre les enjeux au-delà de l'émotion immédiate. On a accès à toute l'information du monde, mais on nous a jamais appris à nous en servir. Pour finir, il y a une dernière information, presque une note personnelle de l'un des experts cités, qui donne à réfléchir. Pour essayer de mieux comprendre le chaos actuel, il a pris une décision radicale. Il prévoit de quitter son propre pays. Ah oui ? Et ça soulève une question, je trouve, assez provocatrice. À une époque de polarisation aussi intense, où l'on est tous enfermés dans nos bulles d'information, nos chambres d'écho, est-ce qu'acquérir une perspective extérieure, se forcer à voir le monde à travers d'autres yeux, n'est plus un luxe intellectuel, mais une nécessité absolue pour réussir à penser clairement ?